Bonjour, bienvenue dans ce 20e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Nous sommes dans la thématique, vous le savez, depuis une bonne quinzaine de jours, la thématique du maintien à domicile. Vous le savez, c'est la solution préférée des personnes âgées, mais également la solution privilégiée par les pouvoirs publics dans le cadre de l'hébergement et du logement des personnes âgées, dans la mesure où le maintien à domicile permet aux personnes qui atteignent un grand âge, voire plus, de conserver ses repères, de rester chez soi et d'être à l'aise de recevoir ses amis en toute liberté. Dans le cadre du maintien à domicile, nous avons envisagé la semaine dernière les aides possibles pour les personnes qui souhaitent rester chez elles. Nous aborderons aujourd'hui une autre des conditions essentielles au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Il s'agit de l'aménagement de l'environnement. On le sait, avec l'âge, et il n'est pas besoin d'avoir un âge canonique, ni même un grand âge, les raideurs, les petites douleurs et les autres petits soucis liés à l'avancée en âge et au vieillissement, il faut bien le dire, de ces artères, le domicile n'est plus forcément adapté. Et nous sommes tous conscients que ce qu'on faisait il y a 10 ans devient de plus en plus difficile à faire. Monter des escaliers, par exemple, se baisser pour atteindre des provisions qui sont, ou des vêtements qui sont placés au niveau du sol, même parfois se déplacer à l'intérieur des sanitaires ou d'une salle de bain sont des gestes qui au quotidien deviennent parfois difficiles à accomplir. La perte d'autonomie est une complication supplémentaire puisqu'il faudra des aides pour se déplacer à l'intérieur du domicile ou même aux environs des domiciles. Ces petits soucis liés à l'âge ou à la maladie sont cause d'inconfort, voire parfois de danger, notamment de chute, d'électrocution ou de début ou de départ d'incendie. Il est donc nécessaire, au fur et à mesure que nous avançons en âge, d'aménager son environnement pour le rendre plus confortable et plus sûr. Nous examinerons cette thématique en compagnie de notre invité, Monsieur Jean-Michel Baudry. Bonjour, vous êtes directeur du Pacte. Oui, bonjour, merci de m'inviter. Voilà, très bien. Écoutez, nous allons, je crois, apporter des informations précieuses à nos téléspectateurs. Le Pacte, je pense que chaque Martiniquais a au moins entendu parler du Pacte une fois dans sa vie, mais nous verrons que c'est au-delà de l'image de rénovation des logements, vous avez une action intéressante pour les personnes en perte d'autonomie, pour l'aménagement d'un logement et l'adaptation aux différents problèmes suscités par l'âge. Nous aborderons donc, vous l'avez bien compris, une rubrique vie quotidienne tout au long de ce numéro de Mahogany. Bien, alors Monsieur Baudry, merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Donc, je l'ai précisé en début d'émission, tout le monde connaît peu ou prou le Pacte. Alors, un peu quand même, parce que le Pacte est un opérateur social. Oui. Nous avons été le seul opérateur social au service des personnes en situation de mal logement jusqu'en 1995. Et en 1995, il y a eu l'arrivée de l'opérateur privé. Mais depuis 30 ans, depuis 30 ans, nous sommes au service de la population défavorisée, des personnes âgées en particulier, qui représentent 80% de notre clientèle, entre guillemets, des personnes pour lesquelles nous intervenons. Et nous intervenons tant au niveau de la réhabilitation,
et qu'au niveau de la construction neuve pour les personnes un peu plus jeunes. Voilà. Donc, permettez juste, avant de commencer, que je salue la mémoire de M. Marcel Maurice, qui a été le président du pacte depuis plus de 17 ans. Il y était encore jusqu'à la semaine dernière au moment de son décès, et qui a aussi été un grand artisan de la lutte contre l'habitat indigne des personnes défavorisées, puisqu'il est membre de notre conseil d'administration depuis quasiment 30 ans. Il était membre du conseil d'administration. Donc, je voudrais profiter pour saluer sa mémoire et saluer son action au niveau particulièrement du pacte. Voilà. Donc un grand Martiniquais donc, qui disparaît, qui a beaucoup œuvré pour l'évolution, notamment sociale, des conditions de vie à la Martinique. Alors, nous sommes allés il y a déjà quelques temps à la rencontre d'une aidante familiale, c'était dans le cadre de notre émission sur les aidants familiaux, qui assistait sa mère atteinte d'une pathologie neurodégénérative, il s'agissait de la maladie d'Alzheimer, qui était elle-même fortement dépendante puisqu'elle était sur un fauteuil roulant et le domicile de cette personne avait été aménagé de façon à ce qu'elle puisse profiter des environs de son domicile, sortir de son domicile et également bénéficier de soins d'hygiène, la douche au quotidien, afin en toute sécurité et avec tout le confort voulu. Alors nous voyons à l'image les différents aménagements qui ont été faits pour rendre confortable la vie quotidienne de cette personne. Donc là, on voit, il s'agit de l'aménagement de la douche avec un plan incliné qui permet l'accès du fauteuil, la barre d'appui dont nous parlerons tout à l'heure. Et alors ça, c'est l'aménagement lourd, si on peut dire, la mise en place et la construction d'une rampe d'accès qui permet l'accès au domicile d'un fauteuil roulant. Donc pour toutes les personnes à mobilité réduite sur fauteuil ou pas sur fauteuil d'ailleurs, puisque souvent les escaliers d'accès peuvent se révéler difficiles à pratiquer et donc en l'occurrence une rampe d'accès avait été aménagée. Alors Monsieur Baudry, avant de nous appesantir et de rentrer dans le détail, j'aimerais que vous nous parliez, vous en avez parlé brièvement, mais à quoi sert le pacte? Le pacte, c'est un opérateur social. C'est une structure qui est agréée par les services de l'État pour intervenir, j'ai envie de dire, à deux niveaux. Le premier niveau consiste à conseiller l'attributaire sur la qualité ou la quantité de travaux et la nature des travaux qui devront être entrepris pour faire sortir le logement de son état d'insalubrité et de son état d'inadaptation. Donc c'est une étape de diagnostic. Une étape de diagnostic, donc il y a une étape de conseil. D'abord, on conseille l'attributaire, donc un technicien va sur place. Il y a parfois un écart entre le desiderata et ce qui est juridiquement possible et deux, financièrement possible. Donc, nous essayons. Alors, je vous interromps juste une petite seconde. Oui. Nous avons effectivement je n'ai peut-être pas fait la distinction. Il y a tout ce travail et cet aspect de réhabilitation des habitations, puisque c'est sans doute l'une des premières activités auxquelles vous avez été confrontés. On se rend compte souvent pour les personnes âgées qui ont construit leur maison dans les années 70, parfois voire avant, et que par faute de moyens, on sait très bien que nos personnes âgées à la Martinique bénéficient de petites retraites, parce qu'elles ont soit peu ou pas du tout travaillé. Donc, elles n'ont pas eu les moyens d'entretenir leur logement, donc au fil des années, le logement s'est dégradé. Donc, avant même de penser à l'adaptation, il faut penser mise aux normes, que ce soit au niveau de la toiture pour éviter des fuites, remise en état de la peinture, des moisissures, recherche d'amiante éventuellement, et surtout mise aux normes des installations électriques. Donc, c'est les premiers domaines d'intervention. Mais nous avons bien conscience chez nous que nous avons parfois aussi affaire à des personnes âgées, pas forcément en situation de mobilité réduite, mais j'ai donné la consigne à mes agents d'anticiper.
Une personne aujourd'hui de 80 ans, même si elle peut marcher sans problème, elle est encore tout à fait autonome. Il suffit d'une chute avec une fracture du col du fémur à cet âge et on se retrouve en situation d'handicap. Tout à fait. En tout cas, de mobilité réduite, de perte d'autonomie. Donc, lors de nos interventions, systématiquement pour les personnes de plus de 70 ans, nous anticipons. Et nous essayons autant que possible de proposer des aménagements visant à anticiper une mobilité réduite ou le déplacement en fauteuil roulant dans une ou deux pièces de la maison pour que la personne garde son autonomie. C'est-à-dire que, en fait, réhabilitation, adaptation tout de suite, quoi. Tout à fait, tout à fait. La réhabilitation et l'adaptation, notamment pour les personnes âgées, font partie comment dirais-je, pour nous d'un seul bloc. Alors, on ne peut pas imaginer aujourd'hui, même si les moyens financiers sont limités, ne pas anticiper. Parce que si on fait une réadaptation, on prive la personne pendant une dizaine d'années de fonds publics, parce qu'il faut le savoir, et que si demain matin il convient de procéder à des aménagements supplémentaires, elle perd l'accès à ces fonds publics-là. Donc il vaut mieux anticiper dès le départ. Donc les aménagements ça consiste, comme on l'a vu dans le reportage, à l'agrandissement des portes, des portes d'accès au logement et à l'intérieur du logement, l'adaptation de la salle de bain et l'adaptation du coin WC et de la douche. Donc, nous le faisons lorsque la personne est déjà en mobilité réduite selon les prescriptions d'un ergothérapeute, puisque soit prescrit par la MDPH notamment, ou un autre organisme, ou par la sécurité sociale, parce que nous avons une convention avec la sécurité sociale, la CGSS. Nous avons aussi une convention, ça c'est pour les personnes qui relèvent du régime général. Oui. Nous avons une convention spécifique avec l'ENIM, la Caisse de retraite des personnes des gens de la mer. Nous intervenons aussi pour eux. Et nous avons une convention aussi spécifique avec la CNRACL pour toutes les personnes qui relèvent les retraités de la fonction publique, notamment la fonction publique territoriale. Donc, tous ces conventionnements-là viennent apporter du financement supplémentaire au dispositif qui existe déjà. Et il faut aussi profiter pour saluer l'action de la région là-dessus, sans faire de parti pris politique, mais depuis 2010 déjà, la région intervient grandement pour aider les personnes à financer leur rapport personnel, ce qui nous permet de débloquer beaucoup de situations, puisque aujourd'hui, je le rappelle, aucun des travaux n'est financé à 100%. Donc voilà. Il faut bien trouver, l'État finance à hauteur du 70% du coût des travaux, il faut bien trouver les 30% restants. Donc on le fait avec des caisses de retraite complémentaires, on le fait aussi avec le Conseil général qui intervenait jusqu'à il y a quelques années systématiquement pour les personnes de plus de 70 ans, mais je pense que le système est en train de se remettre en place, parce qu'il y a eu un ralentissement d'une intervention du Conseil général dessus pour des questions de finances, qu'on peut comprendre. Mais d'après les informations que j'ai, le système est en train de redémarrer. Donc on peut espérer dans les prochains mois et les prochaines années que les personnes âgées pourront retrouver un niveau de financement en plus en relation avec leur niveau de ressources. Très bien. Donc, on va développer le problème de financement. Concernant vos interventions, concrètement, on a parlé des interventions concernant la réhabilitation des logements. Donc, quelles sont les actions sur lesquelles vous intervenez en termes de réhabilitation des logements? Nous intervenons sur tous les corps d'État, que ce soit au niveau de la toiture, parce qu'on a énormément de toitures à refaire, les maisons qui datent de 1960-1970. La tôle est abîmée d'une part, et puis elle ne répond plus aux normes. Donc il faut la changer, il faut la consolider. Donc nous intervenons en réparation de toiture charpente. Nous intervenons aussi en matière de consolidation du bâti, parce que beaucoup de ces maisons, de ces habitations n'ont pas été construites selon les normes parasismique notamment. Oui, c'est vrai qu'il y a une réglementation qui vient sans doute alourdir. Voilà, qui vient alourdir. Et en l'espèce, nous travaillons systématiquement lorsqu'il s'agit de confortement d'habitations fragilisées avec un ou plusieurs bureaux d'études qui nous font des prescriptions, qui font
aussi un diagnostic supplémentaire par rapport à notre technicien et qui nous font des préconisations en matière de consolidation de la structure. D'accord? Donc c'est fait. Après que nous soyons intervenus, le bâtiment est censé être aux normes parasismiques. Nous faisons aussi toute la réfection des installations électriques lorsque c'est nécessaire. Nous faisons du ravalement de peinture parce que lorsque cela est possible aussi financièrement, parce que c'est quand même plus agréable de vivre dans une maison qui est peinte, bien peinte, même si elle ne coule plus, mais pour le bien vivre dans le logement, parce que c'est notre credo, le bien vivre dans le logement, on essaie de trouver les financements nécessaires pour le ravalement, ce qu'on appelle le ravalement de la peinture externe. Et nous intervenons aussi, et c'est un gros volet que nous mettons en place, c'est sur la mise aux normes des installations de fosses septiques. Parce que, notamment sur ces maisons, on se rend compte que sur beaucoup de maisons à la Martinique, et les enquêtes du SPANC et autres services d'assainissement le montrent, les fosses septiques à la Martinique, je ne vais pas m'avancer, mais plus de 80% ne seraient pas aux normes. Donc, d'autant plus qu'il y a des nouvelles règles qui sont particulièrement contraignantes et qui obligent les gens à se mettre en conformité. Donc, les personnes intéressées peuvent se rapprocher de nous et nous travaillons avec des plombiers certifiés. Nous mettons en place des systèmes de fosses septiques qui s'adaptent à la superficie du terrain, donc pas forcément avec... On n'est pas obligé... Nous, aujourd'hui, nous travaillons avec des fournisseurs qui proposent des fosses septiques adaptées à la superficie du terrain. Parce qu'il y a quelques temps encore, on pouvait refuser un permis de construire parce qu'on ne pouvait pas mettre une fosse avec une zone d'épandage de 25 mètres carrés, si le terrain était trop petit. Aujourd'hui, il existe des systèmes de fosses septiques qui peuvent être installés ou sans épandage ou des microstations d'épuration. Qui ont fait leur preuve au niveau du département. Donc, en fonction de la configuration du terrain et des possibilités financières des attributaires, nous proposons un système d'assainissement adéquat. Voilà. Je crois que nous avons vraiment brossé tout le champ d'adaptation, de nos champs d'intervention, d'adaptation et de réhabilitation du logement. Très bien. Donc, effectivement, ce sont des grosses opérations que vous pouvez mettre en œuvre et de mise en conformité donc pour la réparation et la mise aux normes, que ce soit du bâti, de la toiture et des installations fosses septiques ou installations électriques. Alors, quelles sont, je crois que c'est une question importante, quelles sont les personnes qui peuvent avoir recours au pacte pour effectuer donc ces travaux de mise aux normes? La réglementation cible des personnes à faible revenu. Faible revenu, en général, ce sont des personnes non imposables, des personnes retraitées, des personnes bénéficiaires du RSA ou des personnes ayant un salaire pas trop élevé. Hein. Donc, vous avez des chiffres? Oui, pour une personne seule, il ne faut pas dépasser un revenu fiscal de référence qui figure sur la fiche d'impôt de 13 388 € par exemple. Pour, comment vous dire, pour deux personnes, ne comportant pas de personnes à charge, il ne faut pas dépasser 17 879 €. Donc, c'est vraiment des plafonds de ressources qui sont assez bas, mais malgré le fait qu'ils soient assez bas, on arrive à avoir beaucoup de personnes. Oui, il y a vraiment une tranche de la population à la Martinique qui vit en dessous de ces plafonds de ressources et qui peuvent avoir accès à... Donc, pour savoir si on est éligible, il suffit de venir avec sa feuille d'impôt de l'année N-2, c'est-à-dire pour ceux, on est en 2013 pour l'année 2011. Donc les avis d'imposition reçus en 2012 qui faisaient référence aux revenus de l'année 2011. Nous avons un service d'accueil qui est tout à fait charmant, qui renseignera et sur la liste des pièces à fournir dans le cadre du montage de ces dossiers et sur l'éligibilité du dossier en fonction de la nature, de la composition de la famille. Voilà. Très bien, donc on l'a bien compris, un plafond de ressources pour accéder à vos services. Et vous avez un site internet où on peut trouver ces informations? Nous n'avons pas de site internet
à proprement parler, parce que les personnes que nous accueillons sont à 80%, je vous dis, des personnes à faible revenu et qui, comment dirais-je, qui ne sont pas trop en direction utilisateur de technologies, de l'information ou d'Internet. Mais Internet ne va pas donner... L'information sur le montant n'est pas la principale information. C'est un bloc, parce qu'on peut être en dessous des plafonds et ne pas pouvoir disposer bénéficier du dispositif, parce qu'il y a un autre point que nous n'avons pas encore abordé, c'est la question de l'indivision. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut être, propriétaire de son logement ou avoir les autorisations de la personne qui est référencée auprès des services du cadastre comme étant le propriétaire de la personne ou de ses ayants droit, héritiers et ayants droit. Ce qui est un point non négligeable. Ce qui est un point non négligeable parce que les dossiers que nous n'arrivons pas à boucler sont essentiellement pour cette raison, parce qu'on n'a pas envie d'aller demander aux frères à côté avec lesquels on a une histoire depuis 50 ans de signer une autorisation pour qu'on puisse réparer la maison. Donc, je rappelle que ce n'est pas parce qu'on vit dans une maison depuis 10, 20 ou 30 ans que vous êtes automatiquement propriétaire. Donc, il y a des démarches qui sont à faire au niveau des notaires pour qu'on puisse réhabiliter, pouvoir bénéficier d'un titre de propriété et pouvoir réhabiliter sa maison. Ou à défaut, et ce n'est pas nous qui imposons la règle. La règle est établie par l'ADA, la Direction de l'aménagement, de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'ex-DDE, qui fixe les règles en la matière par un arrêté préfectoral et qui dit que pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, il faut un titre de propriété ou les autorisations du propriétaire, de celui qui possède le titre de propriété de la maison. Très bien. Donc, pour résumer, un plafond de ressources, mais également le titre de propriété ou en tout cas l'autorisation du propriétaire du logement qui permet donc une intervention du pacte. Alors, sous quelle forme se font vos interventions? Alors, notre intervention, elle a lieu à deux niveaux. Tout d'abord, une fois que le dossier est complet et que la personne est éligible à son titre de propriété ou de ses autorisations, il ne dépasse pas un certain plafond. Il nous a communiqué toutes les pièces. Donc il y a un service instruction chez nous qui vérifie que le dossier est complet, qu'il est éligible, d'une part. Ensuite, un technicien en bâtiment se déplace au domicile de l'attributaire. Il fait un relevé des travaux qu'il y a à faire. En accord avec l'attributaire, il le conseille tout d'abord, mais en accord avec l'attributaire, il arrête la quantité de travaux et la nature des travaux qu'il y aura à faire. Donc en fonction de ce qu'il voit. Et des desiderata de la personne. On ne rajoute pas systématiquement de pièces lorsque ce n'est pas strictement nécessaire. On ne fait surtout pas de piscine ou de jacuzzi. Voilà. C'est des travaux visant à rendre le logement digne et habitable. Donc, une fois que le technicien a fait cela, il revient avec un devis. L'attributaire, à ce moment-là, pris en charge par une conseillère habitat chez nous, qui lui fait ce qu'on appelle un plan de financement prévisionnel. Alors, le plan de financement prévisionnel part du montant des travaux et est comparé ou mis en parallèle avec les subventions auxquelles l'attributaire peut avoir droit. Donc, ça peut être une aide de l'État, ça peut être une aide du Conseil général, ça peut être une aide du Conseil général et ça peut être une aide de l'une des caisses de retraite, ENIM, CGSS ou RACL. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà, donc, le diagnostic, les devis, enfin bon, bref, et après ça, une orientation sur les différentes aides. Alors, voilà, nous on calcule systématiquement, puisqu'une fois que la personne est éligible au dispositif, il devient aussi automatiquement éligible aux autres dispositifs de financement complémentaire, dans une certaine limite, puisque le plafond, par exemple, de la sécurité sociale est limité à 3 000, donc en 3 000 euros. Donc on sait que pour faire ce plan de financement-là, on va avoir 3 000 euros pour financer les travaux. L'aide de l'État vient en premier et les financements complémentaires viennent, comme son nom l'indique, compléter le plan de financement de sorte à équilibrer le plan de financement. Et le solde qui n'est
pour lesquels on n'a pas trouvé de financement constituent l'apport personnel de l'attributaire. Et c'est là où le bas blesse, parce que souvent, des personnes âgées, puisque c'est le thème, ils ont conçu une grande maison. À Parce l'époque où qu'ils les avaient enfants tous les étaient enfants. encore là, tout à fait. Et les aides de l'État sont calculées en fonction du nombre de personnes occupant effectivement, pas un enfant qui vient pendant les vacances. Non. Et c'est là où nous avons un problème parfois à faire prendre conscience à nos personnes âgées de cette problématique-là. Les subventions ne servent pas à réhabiliter un logement pour accueillir des enfants qui viennent en vacances. Donc, et nous sommes parfois contraints à faire des choix prioritaires. Donc à ne réhabiliter qu'une chambre et l'intégralité de la toiture, la chambre dans laquelle vit la personne. Alors, très souvent, ils nous disent « Ah, mais mes enfants, quand ils viennent en vacances, mais le dispositif n'est malheureusement pas prévu pour ça. » Et nous les incitons vivement à demander aux enfants de l'aide financièrement. Le problème, c'est que quand les enfants aussi sont dans une situation sociale aussi difficile, ça devient compliqué. Très bien. Donc, effectivement, vous pouvez intervenir, même s'il y a d'autres personnes qui interviennent, qui viennent dans la maison périodiquement, mais vous ne le faites qu'effectivement en direction pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de là où les personnes, s'il s'agit d'un couple, qui vivent effectivement dans la maison. Dans la maison. Alors, j'ai oublié de signaler un financeur qui est un financeur essentiel, même si l'émission est spécifique aux personnes âgées. Lorsque dans la maison de la personne âgée vit une famille avec des enfants, dans certaines hypothèses, la caisse d'allocation familiale peut intervenir également dans le financement ou du plan de financement pour l'amélioration de l'habitat. Ce qui nous permet de boucler un certain nombre de dossiers, il faut le signaler également. Alors, une fois que le plan de financement est équilibré, que les dépenses sont égales au coût prévisionnel que le coût prévisionnel des dépenses, c'est-à-dire tous les travaux, tous nos frais et tout ça, et que les financements en face sont équilibrés, on transmet le dossier à la DA, la DDE, qui prend un arrêté de financement. Et sur la base de cet arrêté de financement, nous invitons l'attributaire à verser le solde de son apport personnel, le reste qui lui est à charge. Et une fois qu'il l'a fait, nous, on fait une commission, on choisit un artisan en fonction des assurances qu'il possède, un ou plusieurs artisans, qui vont intervenir sur le logement de l'attributaire pour des travaux qui durent entre 4 et 7 mois en moyenne, ça dépend de la nature des travaux. Et les travaux sont supervisés par notre équipe de techniciens. Voilà. Et in fine, tant en amont qu'à la fin du chantier, il y a un contrôle des services de la DDE. Très bien. Alors, juste une petite question pratique. En général, quelle est la durée d'instruction d'un dossier? C'est-à-dire, à partir du moment où l'intéressé saisit le pacte et l'intervention de la réponse de la DDE, avant même le début des travaux. Alors, j'ai envie de vous dire que tout dépend de l'attributaire. Tout dépend de sa capacité à fournir les pièces réclamées. Parce quand je suis arrivé au PAC il y a 5 ans, on se dit les dossiers prenaient 1 an, 2 ans. Oui, ce qui faisait que le PAC n'avait pas forcément une image extraordinaire. Oui. Beaucoup de me rappelaient le dossier. Et on s'est rendu compte que le dossier était incomplet. Que l'attributaire ne disait pas à son maire, mais il me manque mon titre de propriété. Mais il me manque 1 000 € d'apport personnel que je ne peux pas verser. Ou je n'ai pas obtenu l'autorisation, il me manque un frère qui ne me donne pas, ou j'ai perdu des papiers. Donc, et souvent, effectivement, le dossier était ouvert chez nous, et puis l'attributaire n'ayant pas amené les pièces. Donc, aujourd'hui, le problème est autre. Nous avons résolu ce problème parce que nous ne prenions pas de dossier incomplet. Donc, pour répondre au délai, cela peut prendre, le délai d'instruction d'un dossier chez nous varie entre 3 mois et 6 mois, le volet d'instruction. Et tout dépend après pour la partie travaux, puisque nous ne pouvons pas commencer les travaux si le plan de financement n'est pas intégralement
bouclé, et notamment l'apport personnel de l'attributaire qui doit être versé. Aujourd'hui, il faut saluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'action de la région qui vient, du conseil régional qui vient aider l'attributaire à constituer son apport personnel, ce qui fait que le reste à charge pour lui est beaucoup diminué. Donc, c'est le moment de venir, j'ai envie de dire, pour faire instruire ces dossiers. Donc, et les travaux, je le dis, durent entre 3, 4, voire 6 mois en fonction de la nature des travaux. Des travaux, très bien. Quel est le pourcentage ou alors la somme en règle générale? Enfin, j'imagine que ça dépend des travaux. D'abord, quels sont les principaux travaux sur lesquels vous intervenez d'une façon générale? Alors, nous, on intervient beaucoup sur les toitures, parce que les toitures, les toits sont abîmés. On vient aussi beaucoup comment dirais-je, en réparation des menuiseries. Hein. Souvent, les menuiseries, c'était des anciennes jalousies martiniquaises ou des anciennes fenêtres en bois qui ont vieilli, mal vieilli, qui ont pris de l'eau, qui ont été mal isolées. Donc, on intervient sur ça. Et puis, sur l'électricité et les fosses septiques. Voilà. Donc un peu de peinture, mais vraiment c'est réparation du couvert, réparation du gros œuvre, parce que bien sûr il faut reprendre quelques pans de murs qui sont affaissés. On intervient aussi parfois pour la construction de murs de soutènement lorsque l'habitation... Murs de soutènement également. Oui, lorsque le mur de soutènement est nécessaire à la préservation de l'habitat, ou si on ne le fait pas, il y aura un danger dans l'habitat. Nous intervenons aussi beaucoup sur les installations, la mise aux normes des installations électriques. Voilà, donc, très bien. Et en règle générale, en moyenne, quelle est la participation effective c'est ce que je disais tout à l'heure. La participation peut varier du plus petit montant qui est de 750 euros, si je ne me trompe quelques pas. Centaines d'euros, oui. À 20 000 euros, 23 000 euros, s'il s'agit d'une réparation. Mais rien n'est imposé à l'attributaire, puisque notre intervention consiste, dans un premier temps, à faire le diagnostic et le devis détaillé de l'ensemble des travaux qu'il y a à faire. Et l'attributaire nous dit, écoutez, vu que mes moyens sont limités, je vais prendre la toiture seulement. Par contre, nous intervenons quand même dans une certaine priorisation des besoins, puisqu'il n'est pas question de refaire l'installation électrique si le toit coule. Donc on ne refera pas l'installation électrique, mais on refera la toiture. Mais d'une manière générale, mes collaborateurs ont une bonne technique, une bonne maîtrise de ces dispositifs-là, et on arrive à maximiser la recherche des subventions, de sorte que l'attributaire est le minimum à payer. Mais il faut savoir que c'est une maison qu'on réhabilite, ou que c'est une maison qu'on construit, il y a quand même un effort financier à faire. Voilà. Alors, comment se passe le règlement? Est-ce que ça passe par l'intéressé ou les choses restent à votre niveau? Alors, dans le cadre de notre activité, nous sommes agréés pour cette activité-là, donc nous pouvons signer avec l'attributaire un mandat de gestion. Le mandat de gestion consiste à nous autoriser à récolter les subventions en son nom et à payer les factures en son nom. Donc l'attributaire n'a aucun contact financier avec l'artisan. Donc l'artisan, c'est nous qui le payons, c'est nous qui contrôlons ses travaux. Il n'y a aucun supplément normalement à verser. S'il y a des suppléments, c'est pour des travaux supplémentaires qui n'étaient pas comptés dessus. Là encore, moi j'ai donné récemment la consigne à mes artisans de ne plus faire des travaux supplémentaires. Parce que, autant notre plan de financement est consolidé, on est sûr que les sous vont entrer, mais on a malheureusement des personnes de mauvaise foi qui laissent à l'artisan faire les travaux et qui après se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens de payer. D'accord. Mais on a très peu ce problème avec les personnes âgées, puisque traditionnellement chez nous, les personnes âgées payent leurs dettes. D'accord? Donc, et quand ils n'ont pas, ils ne demandent pas.
On a cette problématique sur les personnes un peu plus jeunes. Mais là, aujourd'hui, les artisans du pacte n'interviennent pas pour les travaux supplémentaires tant que les travaux initialement prévus n'ont pas été totalement réalisés. Est-ce qu'en cas d'opérations lourdes ou de multiples opérations, c'est-à-dire toiture, consolidation du bâti, mise aux normes de l'installation électrique, mise aux normes de la fosse septique, est-ce qu'il est possible, une fois que le plan de financement, ou si le plan de financement n'a pas été tout à fait bouclé, est-ce qu'il est possible de sectionner ou de fractionner votre intervention sur plusieurs mois ou plusieurs années? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'attributaire, alors c'est pas possible avec tous les financeurs, de manière commune et sur plusieurs années. Je vais détailler ma réponse. Une personne qui bénéficie d'un financement État bénéficie de ce financement pour une durée de 10 ans et ne peut pas faire une nouvelle demande avant 10 ans. Par contre, une personne qui, comment dirais-je, peut bénéficier d'une subvention complémentaire d'un autre financeur, peut en refaire la demande, mais là encore, la subvention sera réduite par rapport à la première fois. Donc, si on fait une partie des travaux la première fois, une deuxième fois, c'est très rare, mais on aura pourra solliciter sans obligation pour le financeur, sauf cas d'extrême urgence, d'y répondre favorablement, une deuxième subvention. Mais ce sont des cas très particuliers, c'est pour ça que je préfère dire qu'il vaut mieux bien faire la première fois et essayer de maximiser le nombre de financeurs pour que les travaux soient faits de manière pérenne. Très bien. Donc, à la limite, puisque les crédits sont valables, les financements sont valables une dizaine d'années, on peut réintroduire au bout de ces 10 ans une nouvelle demande pour adapter. C'est-à-dire que quand on est un jeune senior où on n'a pas besoin, on a juste besoin d'une réhabilitation de son logement, mais pas forcément d'adaptation très lourde, on peut s'adresser au pacte. Et puis une dizaine d'années après, puisqu'on aura écouté les conseils de Mahogany, on sera toujours en bonne forme, mais avec quand même des fonctions qui déclinent, on peut se réadresser au pacte pour aménager, par exemple, alors à l'intérieur des maisons, notamment l'aménagement des salles de bain ou des sanitaires, on peut s'adresser à vous également, même si ce sont des travaux un petit peu plus légers. Oui, vous financez également. Ce n'est pas nous qui finançons. Nous recherchons les financements pour les adaptations spécifiques en matière de salle de bain ou parfois même de cuisine aussi. Pour abaisser le plan de travail lorsque cela s'avère nécessaire, mais essentiellement les salles de bain. Voilà. Donc, nous essayons aussi de voir dans le cadre de certaines réhabilitations, puisque et nous défendons les dossiers chaque fois que c'est nécessaire pour l'hébergement d'un aidant familial. Parce qu'on a des personnes qui sont en perte d'autonomie et qui doivent héberger et qui ont besoin et qui nécessitent la présence d'un enfant supplémentaire dans le logement. Donc nous essayons de présenter les dossiers avec cette personne supplémentaire-là dans le dossier qui permet d'obtenir une quote-part de financement supplémentaire. Voilà, nous essayons chaque fois que c'est possible de présenter les dossiers en ce sens. Très bien. Donc là, il ne s'agit pas d'enfants qui viennent en vacances ou périodiquement, mais vraiment de personnes qui sont là pour aider au quotidien la personne âgée dans sa vie quotidienne et qui réside dans le même logement que la personne qu'elle assiste. Très bien, donc ça c'est intéressant, c'est sans doute donc ça permet effectivement d'aménager. Ça peut être mais bon, essentiellement, c'est plus facilement défendable auprès des services de l'État lorsqu'il s'agit d'un enfant, plutôt que d'une tierce personne. Voilà, d'accord, donc un aidant familial au sens propre du terme qui vient s'installer au domicile de la personne en perte d'autonomie. Alors, je pense que nous avons fait un tour assez complet. Nous allons nous intéresser maintenant, mais vous interviendrez de toute façon encore avant la fin de l'émission. Nous avons vu l'aménagement du domicile, les investissements et les aménagements lourds, mais dans le cadre de la vie quotidienne, on peut être tous plus ou moins appelés à avoir besoin d'aide, qu'il s'agisse
de regarder la télévision, de vaquer à ses occupations naturelles, avec particulièrement des difficultés, soit pour se relever, soit pour accéder à telle ou telle installation de son domicile. Alors il existe des aides au quotidien qui sont disponibles pour assurer un minimum de confort, pour conserver un minimum de confort dans les allées et les venues au sein du domicile. Nous sommes allés à la rencontre d'un vendeur, d'un commerçant qui commercialise donc des articles favorables à l'aide à la vie quotidienne. Nous regardons ce petit reportage et nous nous retrouvons ensuite. Quels sont les principaux matériels médicaux que vous proposez à votre clientèle? Nous avons ici 2 services. Nous proposons du matériel à la location comme du matériel à la vente. Du matériel médical destiné pour les personnes âgées comme des personnes qui ont un handicap. Donc voici un petit peu globalement ce que nous vendons. Après, en fonction de ces deux services, nous avons plusieurs familles. On a une famille, effectivement, comme vous dites, d'aide technique, mais on a aussi des familles qui concernent l'incontinence, des familles qui concernent tout ce qui est fauteuil roulant, familles qui concernent fauteuil électrique, le service de lit, et voilà. Donc, si vous voulez, l'aide technique n'est qu'une des grandes familles que nous faisons, comme nous avons aussi la famille du professionnel qui est destinée aux médecins comme aux kinés ou aux infirmières. Donc, l'aide technique n'est pas véritablement la seule famille qu'on fait à AMC. Concernant les personnes âgées, sur quel type de produit vous positionnez-vous? Les personnes âgées, on les aide dans la vie au quotidien. C'est-à-dire que du lever au coucher, nous prenons en charge la vie au quotidien de ces personnes-là. C'est-à-dire que nous proposons des aides techniques au bain, qui va de la barre d'appui, qui va du Rios WC, l'aide au coucher, c'est-à-dire avec le lit qui descend mécaniquement, qui va à l'aide à la cuisine, donc tout type de produit qui vous aide à améliorer votre quotidien. L'aide qui va au niveau du fauteuil, par rapport à votre type de pathologie, fauteuil releveur, fauteuil coquille. L'aide qui va aussi à l'incontinence, jour comme de nuit. On a aussi des petites aides qu'on ne pourrait pas penser, mais l'aide technique au niveau professionnel, qui peut être le pèse-personne, qui peut être aussi le tensiomètre. Oui, tout ça, ce sont des aides techniques qu'on ne pourrait pas penser qu'on pourrait le faire seul, mais que nous avons maintenant ici. Ce sont des produits qui sont d'utilisation très simple. En une simple démonstration, vous pouvez comprendre comment cela fonctionne. On ne pourrait pas penser, mais oui, mais on a des aides techniques dues aux professionnels que vous pouvez maintenant utiliser, vous les particuliers, et surtout les personnes âgées qui ont besoin de ce type d'aide tous les jours. Quelles sont les formules d'acquisition que vous proposez? On a 2 services, un service location et un service vente. À l'heure d'aujourd'hui, demain, vous allez accompagner vos parents chez le médecin qui vous déclare que vos parents ont besoin d'une aide au coucher, c'est-à-dire d'avoir un lit. Vous avez la possibilité de vous faire prescrire un lit, tout d'abord en service location, c'est-à-dire que chaque semaine, vous avez une location hebdomadaire du lit que vous louez chez nous. Vous venez ici louer un lit que vous payez hebdomadairement, et bien sûr, tout ça est réglé par la Sécu. Vous pouvez aussi aller chez le médecin demain qui vous dit que vous avez besoin d'une aide d'assise. Vous pouvez vous faire prescrire sous location un lit pendant 6 mois, et passer un nombre de temps, vous pouvez passer à l'achat. Donc voilà ce que nous proposons. C'est valable aussi pour le lit, comme c'est valable pour quelqu'un qui a un handicap, une pathologie un peu plus lourde, pour le fauteuil roulant manuel, comme le fauteuil roulant électrique. Comment se différencient les aides techniques prises en charge de celles qui ne le sont pas? On pourrait les dissocier entre le matériel de confort
et le matériel qui correspond à une pathologie que vous avez. Ce que j'appelle le matériel de confort, cela peut être les aides techniques à la cuisine, ça peut être aussi l'aide technique au fauteuil releveur. Et là, nous sommes vraiment dans un matériel de confort où on vous aide à améliorer votre vie quotidienne. C'est-à-dire que vous êtes sur un fauteuil, en appuyant sur un bouton, il se relève et vous permet carrément de vous relever avec une aide mécanique, électrique autant pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle des aides au confort. Et là, nous ne sommes pas assujettis, vous n'êtes pas là, enfin la Sécu ne vous rembourse pas. Après, vous avez tout ce qui est remboursé, qui correspond à une pathologie forte ou moins forte, mais ça, c'est la réglementation de la Sécu qui décide si on est remboursé ou pas sur tel ou tel produit ou telle ou telle famille. Mais tout ça dépend vraiment d'une pathologie reconnue par la médecine du travail et reconnue par le médecin parce qu'il va vous donner une prescription pour pouvoir être remboursé. Constatez-vous une évolution dans la demande, mais aussi dans l'offre d'aide technique? Vous savez, il y a énormément de statistiques qui le prouvent, qui ont été faites, comme quoi la population martiniquaise, j'ai envie de dire la population métropolitaine est vieillissante. Donc après le baby boom, bien sûr, nous avons une évolution des personnes âgées. Et bien sûr, vous connaissez le contexte, les maisons de retraite sont quasiment blindées, enfin sont quasiment complètes. Et en plus de ça, bien sûr, c'est pas toutes les personnes âgées qui peuvent se permettre de payer une maison de retraite tous les mois. Donc oui, on constate une forte évolution de la demande. Donc c'est pour cela qu'on se retourne vers le maintien à domicile, c'est pour ça que nous avons le service de location pour les lits, c'est pour ça que nous avons des produits adaptés en fonction des pathologies ou du confort de la personne âgée. Oui, on constate largement une évolution des personnes âgées qui restent à domicile et nous, en tant que professionnels de santé, nous devons de nous adapter par rapport à cette évolution et proposer le produit qui correspond bien sûr à la pathologie ou le besoin de cette personne. Bien des aides donc qui viennent en quelque sorte en complément de votre intervention, puisque à côté de l'aménagement de l'environnement, du logement, de la mise en conformité du domicile, on voit qu'on peut trouver un certain nombre d'aides qui améliorent la vie quotidienne des personnes âgées. Je précise, parce que Madame Mauger l'a précisé, mais je le reprécise pour ceux qui sont intéressés, que à partir du moment où une pathologie est constatée, où on voit une perte d'autonomie progressive, le médecin est à même de prescrire un certain nombre de ces aides que je qualifierais de techniques, mais que c'est des aides à la vie quotidienne qui peuvent être prises en charge pour partie par la caisse de sécurité sociale. Donc on voit il y a toute une palette de possibilités pour rester à domicile, quelle que soit sa condition physique et quelles que soient les pathologies qu'on peut avoir. Alors, Monsieur Baudry, est-ce que vous pouvez nous dire environ quel nombre de personnes vous aidez, quel nombre de personnes vous accueillez au sein du PAC en ce moment? Combien d'opérations avez-vous en cours? Alors, en ce moment, nous avons près de 200 opérations en cours. Donc, nous pouvons en accueillir encore beaucoup plus. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas le seul opérateur, c'est qu'il y en a d'autres et que nous partageons une enveloppe financière qui plus il y a de personnes, oui, tout à fait. voilà, et voilà. Donc plus le nombre de personnes pouvant être servies va diminuer. Donc il est important de venir très tôt, parce qu'un dossier qui n'a pas été traité cette année pourra l'être l'an prochain. Oui, c'est-à-dire vous n'intervenez pas dans l'urgence. S'il y a urgence, on intervient dans l'urgence, mais on accompagne les familles, parce qu'un projet de réhabilitation, c'est un vrai projet. Et je partage l'avis de Mme Mauger qui disait que si c'est pris en charge par les aménagements peuvent être pris en charge par des organismes, mais si on arrive à faire une bonne adaptation du logement,
je reste persuadé que ça revient moins cher au final à la collectivité, parce que je ne vais pas me faire forcément des amis auprès des EHPAD et tout, mais cela coûte assez cher de maintenir une personne ou de financer un placement pour une collectivité d'une personne dépendante. Dans un EHPAD, tandis que si on fait un aménagement qui est conséquent et qui est, comment dirais-je, parfaitement adapté, ben cette personne n'ira pas en EHPAD avec un soutien familial. Donc, quand on fera la balance, au final, on se rendra compte que ça revient moins cher pour une collectivité, pour la collectivité d'une manière générale. À une époque où les finances publiques sont assez réduites, il vaut mieux, en tout cas, c'est un message que j'adresse aux collectivités, réfléchir de plus en plus à cette option-là. C'est ce qu'elles font. Je crois que les pouvoirs publics, d'une façon générale, ont délibérément opté pour privilégier le maintien à domicile. C'est aussi notre philosophie à Mahogany que de prévenir les conditions de préparer les conditions de son avancée en âge. Et dans le cadre de la prévention, il n'est jamais effectivement trop tôt pour s'y prendre. Tout à fait. Avant effectivement d'en arriver aux solutions lourdes à la fois psychologiquement mais également financièrement. Alors nous invitons aussi, et c'est une démarche, puisque nous sommes inscrits dans une démarche qualité, nous incitons fortement les enfants à accompagner. Parce que là encore, trop souvent, nous voyons arriver des personnes seules qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'on leur dit, même si mes collaborateurs prennent le temps, parce qu'on est quand même, la plupart d'entre elles ont plus de 20 ans d'ancienneté dans la structure. Mais il est toujours bon qu'un enfant puisse venir accompagner les parents, parce que derrière, lorsque le message est retransmis après par les parents, les enfants pensent que ce n'est pas possible et abandonnent le projet. Donc, si les téléspectateurs les écoutent, il faut, et c'est vraiment important, que qu'un enfant puisse venir accompagner les parents âgés dans la démarche de constitution du dossier, et pour qu'ils puissent bien comprendre la démarche dans laquelle on est, et puis ne pas dire que c'est compliqué d'emblée et baisser les bras. Donc il y a un effort à faire, il y a un travail d'accompagnement que nous faisons nous, mais il y a un travail d'accompagnement des enfants vers les parents qu'il faut également faire. Tout à fait. D'autant plus que à partir du moment où les parents seront bien chez eux, en sécurité chez eux, c'est aussi une tranquillité d'esprit pour tout l'entourage. Et ça revient moins cher. Et ça revient beaucoup moins cher. Ça revient beaucoup moins cher. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Baudry, merci beaucoup. Nous allons afficher les coordonnées du pacte. Oui, tout à fait. Juste une précision, vous couvrez toute la Martinique? Nous couvrons toute la Martinique, nous couvrons tous les secteurs, du nord au sud, tout type de travaux. Vous avez des antennes en commune? Non, nous n'avons pas d'antenne dans les communes, mais nous essayons de travailler avec certaines communes pour mettre en place, et ça se fera dans le courant de l'année 2013, pour mettre en place des permanences au niveau des communes. Donc, il y aura une communication qui se fera en ce sens, mais nous sommes ouverts au public le mardi et le mercredi de 8h à 13h. Donc, les personnes n'hésitent pas. C'est jour d'ouverture. Ça ne veut pas dire que nous sommes fermés les autres jours, mais c'est jour d'ouverture, de réception et de conseil au public. Donc, n'hésitez pas, venez. Nous sommes au centre d'Elgrès. Il y a un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à monter des escaliers. Des difficultés à monter les escaliers. Nous sommes au premier étage. Donc, nous avons un personnel tout à fait qualifié et disposé à vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous appeler au 5 96 71 71 77. Très bien. Ces coordonnées devraient s'afficher sur l'écran. Alors, tous mes remerciements. Je pense que nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir dans le cadre d'un prochain numéro de Mahogany. J'espère que nous avons été complets sur cette thématique. N'hésitez pas à vous renseigner. Les coordonnées du pacte s'affichent sur l'écran. Vous aurez également les coordonnées, si vous êtes intéressé, les coordonnées d'AMC, dont les activités nous ont été présentées par Madame Mauger. Juste une petite précision. Donc, nous avions, à l'occasion d'un précédent numéro de Mahogany, traité des métiers liés à l'accompagnement des personnes âgées. Et nous avions notamment eu en ligne un responsable du RSMA
qui nous a parlé de la filière aide aux personnes, aide à la personne qui a été mise en place. Nous avions eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs une des stagiaires du RSMA qui s'occupait, qui faisait un stage dans une maison, l'accueil de jour La Goutte d'Élixir pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors nous avons reçu un avis du RSMA qui concerne le prochain recrutement sur la filière aide à la personne. Alors, l'incorporation pour ce métier se fera début avril. Il faut donc, si vous êtes intéressé ou si vous avez dans votre entourage des personnes susceptibles d'être intéressées par cette formation, vous adresser au RSMA avant le 20 mars. Alors, ils sont à la recherche plus particulièrement de volontaires souhaitant accueillir cette spécialité. La difficulté de recrutement est liée aux prérequis qui sont demandés pour intégrer cette filière. Alors, il faut détenir un titre 5 de la spécialité, c'est-à-dire un CAP petite enfance, un BEP carrière sanitaire et sociale, un bac ST2S, pardon, donc des titres, des diplômes qui sont en référence avec cette filière d'aide à la personne. Alors, il faut également être âgé de 18 à 26 ans. Si vous voulez de plus amples renseignements, vous vous adressez au RSMA. C'est une formation de 6 mois avec en particulier une formation axée sur la prise en charge des malades atteints de la maladie d'Alzheimer et également c'est les avantages d'intégrer la filière RSMA, la possibilité d'obtenir le permis de conduire. Donc, filière d'incorporation d'aide à la personne, vous adressez au RSMA avant le 20 mars. Voilà, j'espère que l'information est passée. Vous la propagez à votre entourage si vous avez des personnes susceptibles d'être intéressées. Cette émission est arrivée à son terme. Je remercie encore M. Boudry et également Mme Mauger d'AMC. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine. Nous continuerons dans l'exploration du maintien à domicile des personnes âgées et nous parlerons des soins qui sont dispensés à domicile, que ce soit pour des pathologies légères ou des pathologies plus lourdes. Merci d'avoir été à notre écoute. Nous nous retrouvons mardi prochain. À très bientôt.